matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Dans un instant, Audrey Crespo-Mara recevra Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Mais tout de suite, le journal de 8h avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Tout cela suffira-t-il? Emmanuel Macron déclare l'état d'urgence économique avec des mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais sur les ronds-points, rien ne semble pouvoir calmer l'indignation. Témoignage dès le début de ce journal. Pourtant, les 13 minutes de télévision hier vont coûter à l'État près de 10 milliards d'euros. C'est le prix d'un apaisement sans garantie. Comment financer tout cela? Notre experte Anne-Laure Jumet sera avec nous dès le début de cette édition. Et puis, nous mettrons le cap sur Londres. Theresa May est dans l'ornière. Son accord sur le Brexit ne passe pas. La City commence à montrer des signes de panique. Europe 1. Cette fois, Emmanuel Macron pense avoir mis le paquet. Annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités qui touchent moins de 2 000 euros. Le grand retour des heures supplémentaires défiscalisées et surtout 100 euros de plus chaque mois pour les travailleurs qui gagnent le SMIC à travers une accélération de la hausse de la prime d'activité. Tout cela sur le budget de l'État. Et pourtant, écoutez cette réaction parmi d'autres. Sébastien porte un gilet jaune à Fréjus depuis 3 semaines et il touche le salaire minimum. 100 euros, c'est quoi 100 euros? Quand on dit qu'il va nous donner 100 euros en plus, mais qu'il y a d'autres taxes qui vont augmenter, l'EDF, les péages Vinci, les cigarettes, etc., etc. Pour moi, tout ça, c'est que pour diviser les gilets jaunes. C'est juste pour dire, voilà, je fais un effort pour que les gilets jaunes se disent, ouais, ça y est, ils commencent à nous écouter, on peut rentrer à la maison et enlever notre gilet jaune. Mais non, on lâchera rien, on est toujours là. Et moi, 100 euros, moi, je m'en sors pas. Témoignage recueilli par Frédéric Michel pour Europe 1. Voilà David, tout l'enjeu des prochains jours pour Emmanuel Macron. Il est là. Eh oui, le président et son Premier ministre vont devoir convaincre que les mesures annoncées répondent bien à l'indignation qui s'exprime depuis le 17 novembre. Peut-être que l'effort budgétaire consenti servira d'argument puisqu'on estime que les gestes du gouvernement coûteront au moins 10 milliards d'euros. Anne-Laure Jumet, bonjour. Bonjour. Le président de la République, Anne-Laure, n'a pas explicitement parlé d'un effort supplémentaire en matière d'économie de la dépense publique. Faut-il en déduire que nous allons laisser filer le déficit? Oui, et d'ailleurs c'est déjà acté au plus haut niveau. Le président a décidé qu'on n'était pas gouverné par la barre des 3%, décrypte un conseiller ministériel. Un déficit à 3% du PIB, c'est, rappelons-le, le plafond fixé par Bruxelles. Il est vrai que la facture est salée. 10 milliards d'euros, ça représente 0,5 points de notre produit intérieur brut. Ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais c'est beaucoup pour un budget qui flirte déjà avec les limites européennes. Le gouvernement a quand même un levier pour trouver ces 10 milliards d'euros. Et là, les regards se tournent vers les entreprises. Cette année, elles doivent bénéficier de nouveaux allègements de charges et l'une des mesures coûte 20 milliards d'euros. Donc si on la reporte d'un an, ça permet de boucler ce budget. Du côté du patronat d'ailleurs, on y semble prêt. Ça pourrait être une discussion, vient de dire sur Europe 1 le président du MEDEF. Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1 pour ces informations. On verra si ces annonces permettent un retour au calme. À ce stade, en tout cas, les appels à un acte 5 de la mobilisation pour samedi prochain continuent de se propager sur les réseaux sociaux. Et toujours dans l'espoir d'apaiser Nikos, le président de la République s'est aussi plié à l'exercice du mea culpa. Je sais qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos, a-t-il reconnu, en référence aux fameuses phrases polémiques prononcées ces derniers mois. Et le chef de l'État a annoncé hier, David Doucan, qu'il commencerait bientôt une série de déplacements pour rencontrer les maires de France. Oui, façon de démontrer qu'il a entendu leur message. Depuis le début du quinquennat, les maires se sentent négligés. Nous sommes en ligne avec Carl Olive, le maire Les Républicains de Poissy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous étiez sur Europe 1 samedi dernier chez Philippe Vandel et vous nous racontiez cette réunion de vendredi avec le président. Vous aviez parlé d'une machine à baffe. En fait, vous lui aviez dit ces 4 vérités. Eh bien, il en appelle à vous désormais. Les maires porteurs de la République sur le terrain, a-t-il dit. Est-ce que, Carl Olive, vous répondez favorablement ce matin à ce qui ressemble à un appel à l'aide? Il faut s'appuyer sur les maires qui sont en prise directe avec la réalité du terrain. Nous sommes des courroies de transmission et pas des chaînes de déraillement. Il n'y a pas un seul maire de France aujourd'hui, de gauche comme de droite, qui ne souhaite pas que la France gagne. Et puis, nous sommes venus avec des propositions. Certaines d'entre elles ont été reprises. Je pense notamment aux primes exceptionnelles, aux coups de pouce sur le SMIC, aux heures supplémentaires défiscalisées et l'abandon de la CSG sur les petites retraites. Est-ce qu'à vos yeux, Carl Olive, les Gilets jaunes devraient considérer que beaucoup a été fait et arrêter leur mobilisation ? Je pense que les Gilets jaunes doivent savoir d'où ils viennent. Il y a 3 semaines, ils réclamaient à juste titre l'arrêt des taxes sur le carburant.
Aujourd'hui, il y a de multiples propositions qui ont été faites, avec notamment une très forte, celle de la représentativité. Alors moi, je propose aux Gilets jaunes qu'ils se le structurent et puis qu'ils puissent se présenter aux séquences électorales, aux européennes, aux municipales. Ça, c'est une vraie expression démocratique. Merci à vous, Carl Oli, vous êtes le maire LR de Poissy. On retient votre appel ce matin aux Gilets jaunes. Vous leur dites de se structurer et de se présenter aux élections. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat et sénateur de Vendée. L'exécutif fait face à une contestation sur plusieurs fronts, car il y a aussi la mobilisation lycéenne qui continue. 120 établissements ont été perturbés hier, 40 entièrement bloqués. C'est moins que la semaine dernière, mais le syndicat, l'Union nationale des lycéens, promet pour aujourd'hui un mardi noir. Nous verrons. En attendant, revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Mantes-la-Jolie. L'arrestation de 151 lycéens agenouillés et mains derrière la tête en avait choqué certains. La situation est encore très tendue sur place. Reportage Justin Morin. Ils le sentent en discutant entre eux, en lisant les messages de revanche sur les réseaux sociaux. Les images des interpellations ont laissé des traces à Youbrézieux. Un jour ou l'autre, ça va péter, ça va casser en gros. La semaine dernière, l'appel au blocage avait été largement relayé sur les réseaux sociaux. Pas cette fois, selon Karim, qui veut parler au nom des interpellés. Mais appel ou pas, il insiste. Personne n'est content. On a tous envie de se venger en quelque sorte. Parce que les forces de l'ordre, ils peuvent se permettre de faire ça. Parce qu'ils savent très bien que la plupart des élèves, c'est des gens de banlieue. Ça serait dans l'établissement Henri IV ou dans le 16e, ils n'auraient jamais le courage de faire ça. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des fils de ministres. C'est l'injustice. Son ami Mamadou, dégoûté, affirme avoir assisté à toute la scène. Les poubelles, les voitures en feu, puis ces arrestations humiliantes, dit-il, qui pourraient les pousser à réagir. On veut leur montrer que malgré ce qu'ils nous ont fait, on est encore là. Vous savez ce qui est l'effet de groupe? Ce que c'est? Quand on est tous ensemble, il y a un effet de groupe qui nous vient et on perd toute morale, toute limite. Et ça peut dégénérer très vite. Les propos de ces lycéens sont souvent provocants, parfois surjoués, mais il l'affirme. Il suffirait d'un simple feu de poubelle pour que la situation dérape. À Mantes-la-Jolie, Justin Morin, Europe 1. La suite du journal avec David Doucan et le Brexit. Theresa May semble aujourd'hui dans une situation désespérée. Il faut bien le dire, David. Oui, cela s'apparente même à un chemin de croix. La première ministre britannique a été contrainte de repousser le vote qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à Westminster. Elle entame une tournée européenne dans l'espoir d'obtenir de nouvelles concessions, notamment sur la question irlandaise, mais sans grande chance d'y parvenir. L'incertitude, la perspective aussi d'un Brexit sans accord, tout cela commence à faire souffler un vent de panique dans les milieux financiers au Royaume-Uni. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Sébastien Krebs. Sur les écrans de la City, les courbes ont plongé toute la journée. La livre sterling s'est à nouveau effondrée. Un épisode de plus, cela manque David, et au bout de 2 ans et demi, toujours pas de scénario en vue. Il n'y a pas de solution, dit-il. C'est l'incertitude totale qui préoccupe et personne ne sait quelles peuvent être les conséquences. C'en est même très inquiétant, s'alarme Mike qui travaille dans les assurances. Il s'attend à une crise sérieuse. J'ai vendu toutes mes actions il y a 2 mois parce que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas bon pour le business. C'est une folie. Quant aux petites entreprises, elles suffoquent. Comment préparer 2019 quand on ne sait même pas quelle sera la loi? Rita Seed-Robe produit des jus de fruits. Elle craint pour ses 15 employés. Nos matières premières viennent d'Europe. Combien ça va nous coûter? Aucune idée. Je ne peux pas fixer nos prix pour l'an prochain. Comment vous voulez faire? Et pendant ce temps, l'horloge tourne. Dans 3 mois et demi à peine, le Brexit doit devenir une réalité. Londres, Sébastien Krebs, Europe 1. On va changer de registre maintenant, on va parler du retour d'un grand qui remonte sur scène, sur les planches, un très grand acteur. Oui, Jean-Louis Trintignant sera à partir de ce soir et jusqu'au 22 décembre au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, entouré de quelques musiciens. Le comédien va dire des poèmes qu'il a choisis, qu'il a sélectionnés lui-même et qu'il a beaucoup travaillé. Thierry Geffrotin. Il a 88 ans aujourd'hui même, il est aveugle et pourtant par amour pour la poésie, Jean-Louis Trintignant remonte sur scène. Je trouve que la poésie, c'est peut-être la forme d'expression qui me touche le plus que les romans. Souvent, en une page, on dit des choses tellement profondes et graves qu'on n'a pas besoin de tant de mots. Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune, 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 jeune. Il y a Apollinaire, il y a Prévert, Desnos, Brézian. Il y a les 3/4 que je ne connaissais pas, que j'ai appris. Je suis aveugle. Alors c'est la raison, c'est une mauvaise raison. Mais c'est un plus gros travail. Mais j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai fait rien d'autre. Au total, près de 20 poèmes. Et aux côtés de Jean-Louis Trintignant, pour prolonger la poésie, un tout petit orchestre qui joue du Astor Piazzolla.
entretien du service culture d'Europe 1. Et au-delà du talent de Jean-Louis Trintignant, c'est sa dignité d'homme. Et cette belle âme qui nous fait du bien, cette voix nous fait du bien ce matin sur Europe 1. On a envie d'aller le voir au Théâtre Saint-Martin. C'était le journal de David Doucan.